pour ce colloque les iconothèques d'écrivains contemporains et d'écrivaines contemporaines. Alors, je suis très content de vous avoir ici, évidemment, dans le contexte qui est le nôtre, qui est un contexte encore pandémique. On a vu qu'avec la recrudescence du dernier variant, donc déjà là, ça a un peu modifié notre programmation de la journée, mais je suis très content de vous voir en grande partie ici, pour ceux qui nous joignent ici par le biais du Zoom, et je pense aussi Facebook Live, c'est ça? Donc, par le biais des deux plateformes. Mais bon, pour ceux qui sont ici, je suis vraiment très content de vous voir. Au nom d'Anne Verso, de Corentin Laos et moi-même, donc Bertrand Gervais, je suis très heureux d'ouvrir ce troisième colloque, donc colloque du programme de recherche en ligne. Anne vous expliquera un peu, si vous ne connaissez pas déjà, les tenants et aboutissants de son programme de recherche sur les rapports, bien sûr, entre texte et image, texte et photographie. Nous avons fait alors, notre introduction s'intitule ABC de l'iconothèque contemporain. C'est un peu une boutade qu'on a faite au moment de certaines de nos réunions, parce qu'évidemment, c'est Anne, Bertrand et Corentin. On s'est dit qu'au lieu d'avoir on ne va pas faire une didactique de l'iconothèque ou l'iconotextualité, on ne peut pas s'en mêler dans les fleurs du tapis. Donc, on veut quand même, ce matin, avant de donner la parole aux premiers intervenants, donc peut-être reprendre un peu certains des arguments qui sont au cœur des trois rencontres qui ont eu lieu, dont la troisième, bien sûr, porte sur l'imaginaire contemporain, sur les pratiques contemporaines. J'aimerais vous dire que donc, vous avez vu que c'est à la fois Louvain-la-Neuve, c'est l'UQAM, c'est aussi la chaire de recherche du Canada sur les arts et littérature numérique, dont je suis le titulaire. Et je me suis rendu compte ce matin que ce serait le dernier colloque de la chaire de recherche. Donc, après 7 ans de chaire de recherche, je me suis rendu compte que c'était le dernier colloque parce qu'on termine les activités. Enfin, on ne termine pas les activités, mais donc officiellement, la chaire se termine le 31 mai. Et j'aimerais juste dire comment, pour moi, le fait que je me retrouve, que ce soit ce dernier colloque, soit le colloque terminal de la chaire de recherche, est tout à fait logique compte tenu du fait qu'une bonne partie du travail qui a été fait à Figura, qui a été fait aussi dans le cadre de la chaire de recherche, émane des relations que nous avons eues avec Louvain-la-Neuve, avec UQAM Leuven, donc avec Myriam Vaté-Delmotte qui est maintenant retraitée, et c'est Anne en fait qui a le poste qui a été laissé vacant par Myriam. Donc, il y a comme ça en fait une relation soutenue depuis au moins plus de 10 ans qui nous unit et qui a fait en sorte qu'on a fait au niveau de la chaire de recherche, mais j'avais des liens internationaux, pas juste avec des institutions françaises, américaines, mais aussi belges. Et finalement, c'est vraiment beaucoup avec les Belges qu'on a travaillé, dont il est ici, lui, un des spécimens. Je me suis dit, quand même, je me paierais sa tête quelques instants. Donc, Corentin, qui est quand même, qui a fait son doctorat dans le cadre de la relation entre Louvain-la-Neuve et l'UQAM. Donc, il y a aussi une continuité pour moi qui est tout à fait, et puis une ouverture sur l'avenir qui se dessine aussi dans le cadre de ce colloque-ci, sur les iconothèques, sur les relations texte et image. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Corentin. Je suis tourné de mon côté. Donc, Corentin, vas-y. Mais comme tu l'as dit, Bertrand, on est très heureux tous les trois d'ouvrir ce colloque en chair et en os après tant d'incertitudes liées à la pandémie. À la mi-décembre, on n'était vraiment pas certains et certaines qu'il allait pouvoir se tenir malgré nos souhaits les plus chers. Et puis de l'ouvrir ici, à l'UQAM. Bertrand a déjà évoqué son point de vue sur la chose, mais pour nous, équipe de recherche belge, c'est vraiment un plaisir, un honneur aussi, parce qu'on a un lien privilégié depuis plusieurs années avec les équipes, notamment de Bertrand, mais pas que, et un lien aussi avec Figura, le centre de recherche, un des centres de recherche québécois qui compte vraiment, qui compte au Québec et internationalement. Et donc, on tient vraiment à remercier chaleureusement pour l'accueil qu'on a reçu ici, parce qu'avec Anne, lundi, ça fera 6 semaines que nous sommes au Québec, qu'on est à l'UQAM, qu'on est en lien avec des chercheurs, chercheuses ici sur place, des étudiants, étudiantes. Et aussi remercier pour l'organisation exemplaire de l'événement. Et là-dessus, il y a une personne
qui doit tout particulièrement être nommée en regard de cet aspect. C'est Alexandra Martin, donc qui est là debout, agente de recherche, adjointe à la coordination du laboratoire NT2 et puis co-organisatrice de cet événement. Il nous faut aussi, ça nous tient à cœur de remercier l'Institut INCAL de l'UC Louvain, notre institut de recherche à Mémoire, qui collabore avec Figura et le NT2 pour cet événement. Et puis, bien entendu, l'ERC, le Conseil de la recherche européen, qui finance en grande partie cette rencontre par l'intermédiaire du projet Endling que dirige Anne. Un grand merci aussi aux intervenants et intervenantes, de même qu'aux présidents et présidentes de session, et pour toutes les personnes qui ont accepté de se déplacer jusqu'ici, alors que parfois ça pouvait être un peu compliqué, mais également pour les personnes qui nous suivent à distance. Et puis, merci au public présent, que ce soit dans cette salle, notamment des étudiants et étudiantes du groupe de recherche de Bertrand, mais aussi les personnes qui nous suivent depuis la France, la Belgique ou ailleurs dans le monde via la chaîne YouTube, et cela grâce à la gestion technique assurée par l'équipe de l'OIC, qui est au top. Et il y a 3 personnes en particulier là aussi qu'il faut nommer, que sont Sarah, Gina et Hélène. Et Hélène, on peut par ailleurs aussi souligner et remercier pour le super travail qu'elle a fait, parce que s'il y a une si belle affiche à cet événement, c'est grâce à Hélène. Voilà, merci à toutes et tous. Ces 2 jours sont donc consacrés aux iconothèques d'écrivains et d'écrivaines contemporains. Il s'agit du 3e volet, du dernier volet en fait, d'un cycle qu'on a ouvert il y a déjà 1 an et demi, puisque le premier volet qui était organisé par Jessica Desclos, qui est ici présente, a eu lieu donc, en janvier 2021 à l'École normale supérieure de Paris, en codirection avec François-René Martin de l'École du Louvre. Et ce volet donc, portait, vous le voyez, sur les iconothèques d'artistes et d'écrivains du romantisme moderne. Puis, on a eu un 2e volet à Bruxelles, cette fois, sous la direction de Marcela Sibiorska, qui nous suit à distance, qui portait cette fois sur un XXe siècle un peu raccourci, on va dire, des années 20 aux années 80. Et donc, ce volet contemporain, ce 3e volet vient vraiment amorcer, vient compléter ce cycle amorcé il y a déjà plusieurs mois, près d'1 an et demi. Alors, la notion d'iconothèque a déjà été largement déployée. On a beaucoup discuté de la définition, des définitions lors des 2 rencontres précédentes, mais on a quand même pensé qu'il était utile, sans s'apesantir, de revenir sur quelques-uns des enjeux de définition pour commencer ce colloque, de revenir sur des enjeux qu'on avait déployés ces 2 derniers volets, mais aussi peut-être d'en esquisser de nouveaux. Alors, première remarque, il faut souligner que le terme iconothèque fait peut-être très sérieux, alors que les usages qui lui sont liés ne le sont pas forcément. Le thème peut paraître grandiloquent quand il désigne une boîte à chapeau, un tiroir en désordre ou la mémoire d'un téléphone portable. Dans le dictionnaire, le TLF, on trouve cette définition qu'on s'est appropriée avec plaisir. Iconothèque, emplacement réservé au stockage de documents images répertoriés et classés en vue de leur utilisation. Alors, cette définition, elle a le mérite d'insister sur 2 choses, sur l'ancrage et sur le stockage des images. Le terme recèle dans cette définition une potentialité, c'est-à-dire une action possible des images qui sont rassemblées pour servir, et il suppose donc une intention dans le geste de la collecte. Cette définition nous permet par ailleurs de préciser qu'on ne se limite pas, dans ce cycle sur les iconothèques, aux images uniquement produites par les écrivains et les écrivaines. Une iconothèque est en général davantage composée d'images produites par d'autres, des images qu'on a appelées exogènes, en reprenant un terme de la génétique, identifiées ou non, anonymes ou non. Il ne s'agit donc pas de se restreindre au cas des écrivains photographes, qui est abondamment étudié par la critique, mais bien de se pencher sur une pratique de création transversale, le plus souvent invisibilisée. Cette approche ouvre également sur une question vertigineuse qui se trouve au cœur du colloque, mais aussi au cœur des réflexions du groupe Handling. Qu'est-ce qu'utiliser une image pour un écrivain ou une écrivaine? Est-ce que c'est l'intégrer dans un texte ou en vis-à-vis? Oui, mais pas seulement. Est-ce que c'est en faire un objet de rituel d'écriture? Pourquoi pas? Est-ce que c'est lui faire jouer un rôle secret ou un rôle plus explicite en amont de la création ou même en aval au moment de sa diffusion? Tant de réponses sont possibles en fait à cette question de l'usage. C'est là une première difficulté théorique qui est aussi en fait une difficulté pratique. Les intentions des auteurs restent très largement mystérieuses. Les archives ne répondent pas toujours, pas souvent même,
à la question du pourquoi, que ce soit celle de Robert de Montesquieu à la BNF, celle de Breton, qui sont aujourd'hui numérisées, ou celle d'André Beucler, qui se trouve dans des fonds privés. Ici, vous voyez son dictionnaire découpé. Pour vous donner quelques exemples d'iconothèques qu'on a abordés dans les périodes précédentes, donc sur ce grand XXe siècle. Et tout aussi vertigineux, le spectre des différentes manières de faire usage d'images, de l'imprégnation iconologique, comme le dit Philippe Hamon, c'est-à-dire, en gros, le simple fait d'être entouré d'images, jusqu'à des usages très systématiques, évoquant des protocoles, des arts visuels et des arts vivants. Il ne s'agit donc pas seulement de s'arrêter sur les images intégrées dans telle ou telle production, mais de pouvoir potentiellement prendre en compte toutes celles qui interviennent dans toutes les étapes du processus d'écriture. À la suite des 2 premiers volets, nous nous sommes rendus compte qu'iconothèque privée et iconosphère, et par ce terme, il faut entendre une culture visuelle commune, partagée, étaient fortement intriquées et qu'il s'agissait donc de travailler surtout à comprendre leurs articulations, mais plutôt que de chercher à les distinguer strictement. D'autres distinctions, au-delà de cette première, sont souvent difficiles à réaliser en pratique. La différence entre collection, voire décoration, et véritable iconothèque, comme celle aussi liée au poids du particulier, qui empêche parfois de penser l'iconothèque au singulier et de manière unifiée. Et des cas que l'on projetait comme emblématiques, celui de Nicolas Bouvier, par exemple, travaillé par Olivier Lugon, se sont en réalité révélés être des exceptions. Anne et Marcella insistaient aussi en septembre dernier sur les difficultés liées à la diversité des lieux de stockage d'images. À cette question des lieux était liée la question de la valeur, interrogeant la limite entre la préservation d'un document et celle d'un objet fétiche ayant appartenu à un écrivain ou une écrivaine, mais qui n'a parfois de valeur que pour lui ou elle. Pour ce volet contemporain, ces 2 questions, lieu et valeur, se voient déplacées. Mais la dimension numérique qui imprègne ou vient colorer une part importante des iconothèques contemporaines ajoute surtout une nouvelle strate plutôt qu'elle ne remplace ou abolit les deux questions précédentes. De même, la question des créateurs et créatrices polymédiatiques qui développent des pratiques artistiques autres qu'uniquement textuelles était déjà présente, avec notamment Jean Cocteau, mais celle-ci va être prolongée de manière plus soutenue, avec entre autres les cas d'Hervé Guibert, Isabelle Gagné, Philippe de Joncker ou Anne Carson. Ces enjeux se voient même poussés d'un ou plusieurs crans supplémentaires dans les 2 premières décennies du XXIe siècle, car il y est fréquemment question d'écrivains et écrivaines qui mettent sur pied des œuvres hybrides, multisupports, sémiotiquement hétérogènes. Donc on se retrouve pris avec une série de continuités et quelques effets de rupture, certaines nouvelles donnes, qu'il s'agira, lors de ces 2 journées, de dégager et de penser transversalement. À l'orée de celle-ci, on a envie de poser des questions peut-être un peu naïves, qui seraient celles-là, et ce n'est pas du tout exhaustif, mais quels sont aujourd'hui l'équivalent des grands portefeuilles du meuble iconothèque d'Ingres que montrait François-René Martin en introduction du tout premier volet? Quelles formes peuvent prendre des iconothèques numériques en grande partie immatérielles, ou plutôt envisagées de prime abord et trop rapidement comme immatérielles? L'évolution et la multiplication des lieux de stockage entraînent-elles une évolution des pratiques? Et si oui, de quel ordre ou de quels ordres? L'iconothèque, encore dans la période contemporaine, s'inscrit-elle nécessairement dans un registre du nomade, du polyvalent, faisant en sorte qu'elle ne puisse être appréhendée que sous le signe du pluriel? Et enfin, pour ma part en tout cas, que deviennent les boîtes, cartons, portfolios et autres albums aujourd'hui sur nos écrans? Donc, les iconothèques se présentent différemment maintenant que nous sommes en culture de l'écran plutôt qu'en culture du livre. Assez évident. L'atelier de l'écrivain ne se ressemble plus. Les liasses de papier, les stylos, les carnets de notes ou de dessin, les machines à écrire ont laissé la place à des tablettes électroniques, à des téléphones intelligents et à des ordinateurs.
Les toiles ne sont plus consultées ou examinées dans de grands portefeuilles ou des livres de musée dans des éditions couleurs dispendieuses, mais sur des sites web ou encore directement sur des pages de résultats des moteurs de recherche, dont notamment le moteur de recherche d'images de Google. De la même façon, pour la photo, les portfolios, les boîtes de carton, de souliers ou de cigares et les albums photos ont disparu pour être remplacés par des dossiers sur nos bureaux d'ordinateur. Et on reviendra sur la question des bureaux d'ordinateur, des bureaux écrans. Des dossiers dans des dossiers dans des dossiers où, sous des noms à caractère technique, sont organisées des listes de documents, des JPEG, des PNG, des TIFF, des GIF, des PSD, des PDF, et ainsi de suite. Ces documents sont sur des ordinateurs, mais ils sont aussi, et de plus en plus, sur des espaces de stockage nuagiques, ou alors sur des plateformes de partage d'images. Pensez à Flickr, Tumblr, Instagram, Facebook, WhatsApp, et ainsi de suite. Les photos et les images sont toujours déjà en circulation, toujours déjà en ligne, transitant entre des fermes de serveurs implantés dans des pays du monde entier, là où l'électricité coûte peu cher. Les photos et les images se sont dématérialisées, elles sont devenues de l'information circulant dans des flux informationnels et électroniques. Elles peuvent être aisément téléchargées et téléversées, manipulées, transformées, remixées, insérées dans des stories ou dans des productions multimodales. Un des acquis de l'époque contemporaine est le développement d'outils informatiques qui facilitent le traitement et la manipulation des images. On les regarde, on les manipule, handling, on dit quand même très clairement ce qu'on fait. On s'en sert pour connaître et se reconnaître, et le régime sémiotique impose sa logique associative et relationnelle. La culture de l'écran entérine en fait une réalité de plus en plus prégnante, celle d'une image devenue processus de création et de connaissance. L'image est maintenant un instrument fait pour penser, pour écrire, et aussi pour créer. Elle est au cœur d'un acte sémiotique, d'un acte d'image, si on reprend l'expression de Brett Camp, qui se déroule de façon importante et de plus en plus importante à l'écran. L'image n'a pas un statut particulier, elle est composée d'un ensemble de bits d'informations, de lignes de code et d'instructions données à un ordinateur pour en produire une version à l'écran. Avec le développement des ordinateurs graphiques dans les années 80, on a fini par oublier la nature essentiellement informatique de l'image apparaissant à l'écran, le dispositif par excellence, la culture numérique. C'est par le biais d'un écran et de son interface visuelle que nous avons accès aux ordinateurs qui rendent le traitement des images aussi aisé que de prendre un clavier pour écrire. On a d'ailleurs assisté à une pénétration graduelle des écrans dans toutes les sphères de nos vies. Nous vivons entourés d'écrans de plus en plus efficaces, devenus tactiles, interactifs, capables de traiter des images avec la même aisance que tout autre document informatique, beaucoup moins volumineux. L'écran et l'image avec lui ne sont plus des objets que nous regardons, mais que nous touchons avec les doigts et avec la main. Ce sont des images-relations ou encore des images, des fonctions images qui permettent à des processus créateurs ou interprétatifs de se déployer. C'est dire que nos iconothèques ne se ressemblent plus. Elles sont portatives, partagées, potentiellement infinies, si tant est que notre espace de stockage est modulable, virtuel, délocalisé, organisé évidemment comme toute base de données, simple à alimenter et susceptible d'être sollicité à tout moment. C'est dire aussi que l'acte de création littéraire ne se ressemble plus. L'acte de langage et l'acte d'image se font avec les mêmes appareils, les mêmes dispositifs. Ils demandent des types distincts de sensibilité, évidemment, des capacités et des aptitudes autres en termes informatiques, mais avec la simplification, voire l'automatisation des logiciels et des plateformes et des courbes d'apprentissage de plus en plus faibles, ils se ressemblent de plus en plus, apparaissant comme des variations l'un de l'autre. Les iconothèques soulèvent donc des enjeux très contemporains, malgré un terme qui fleure bon le 19e siècle. Pour une raison simple, ce sont des objets qui permettent de penser la dimension multimodale de la création littéraire, comme on vient de le dire. Intégrer les iconothèques à une réflexion sur la littérature contemporaine est donc une manière d'aller vers une pensée des arts littéraires. La place des iconothèques se révèle en effet essentielle dans les œuvres littéraires hypermédiatiques, bien sûr, mais aussi beaucoup plus largement dans d'autres types de croisements, et on espère que ces 2 journées vont le montrer. Pour tâcher de répondre collectivement à ces questions, nous avons choisi un ordre antéchronologique. C'est pourquoi on commencera avec les pratiques et iconothèques numériques les plus récentes lors de cette première journée, pour revenir demain sur des œuvres et cas
jouant déjà d'intermédialité et d'interracialité, mais en contexte non numérique, et donc qui manipulent des objets plus que des écrans. Notre choix de ne pas se limiter au numérique se ressent ainsi dans la manière dont a été conçu ce colloque. Le sens de cette organisation vise à pointer la singularité de la période, certes, mais sans perdre de vue les effets de continuité avec ce qui précède. On a aussi inclus 2 propositions liées à des corpus anglophones dans une logique de décloisonnement d'aires disciplinaires et linguistiques parfois trop strictement établis. En outre, il nous semblait important de pouvoir entendre les principaux intéressés, c'est-à-dire des auteurs et autrices, et c'est ainsi que notre choix s'est porté sur 3 écrivains-écrivaines au profil fort différent et émanant de 3 espaces distincts de la francophonie septentrionale, c'est-à-dire inscrits et inscrites dans des réalités institutionnelles et imaginaires relativement dissemblables. Et alors, il y a juste une modification de programme liée au contexte qu'on connaît que je dois vous notifier. Donc, en fait, la personne, Pauline Bassot, doctorante dans le cadre du projet en ligne, qui devait intervenir demain matin en premier lieu, malheureusement, est malade et n'a pas pu faire le déplacement jusqu'ici. Donc, en fait, on débutera la deuxième journée, les communications de la deuxième journée à 10h30 plutôt que 10h. Mais par contre, ce qui sera possible, il y aura l'accueil dès 9h30 et les personnes qui seraient intéressées pour visiter l'exposition qu'on présentera en fin de journée aujourd'hui, mais donc il y aura peut-être déjà de la fatigue accumulée, mais sachez que demain matin, vous pouvez vous prévoir 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes avec un petit réconfortant, un petit café, et puis pour découvrir ce travail-là. Merci, Corentin. Donc, avant de laisser la présidence à Gabrielle Tremblay-Godet, 2 éléments. D'une part, n'oubliez pas que ce soir, il y a le banquet pour les intervenants et les présidents. Donc, ce soir, il y a le banquet. Et si vous êtes avec nous demain soir, on s'est dit qu'on pourrait organiser un micro ouvert, donc un open mic, qui aura lieu simplement dans la salle du centre Pelado, juste derrière. C'est ici, c'est vraiment à 2 pas. Donc, vous êtes invités non seulement de venir avec nous dès 18h, on va commencer à 19h, mais dès 18h, venir nous rejoindre au salon orange du centre Pelado. Et puis, si vous avez le goût d'intervenir, c'est un open mic. Donc, on va avoir une feuille avec la liste des intervenants et on organisera comme ça un programme un peu à la bonne franquette. Ce sera une façon de s'amuser et mettre de la parole après, enfin une parole plus festive et jouissive après ces travaux qui nous réuniront, j'allais dire. Donc, ça va être plat. Donc, ceux qui me connaissent savent que je suis pour rire. Donc, alors merci d'être là. Merci Anne, merci Corentin. Donc, Gabrielle, si tu veux maintenant prendre la place et puis inviter les premiers intervenants de la matinée à nous rejoindre.